quel destin pour la Palestine? Il y a longtemps que je me demande quel est le destin de la Palestine. La Palestine, le titre de mon intervention, c'est la Palestine au péril de l'islamisme. Alors je précise tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que j'ai bien distingué entre l'islam et l'islamisme. Je parlerai donc du péril de l'islamisme, notamment politique, et non pas de l'islam, pour lequel j'ai le plus grand respect, comme chacun peut le savoir. Il est bien loin le temps où la cause palestinienne était indiscutablement la cause sacrée des Arabes, celle qui scellait leur unité par-delà toutes les controverses ou toutes les différences. Signe des temps, lorsque l'on parle maintenant des problèmes du Proche-Orient, on ne pense plus à la tragédie palestinienne perpétuelle, on n'a même plus la nostalgie de la solidarité de jadis, l'indifférence des Arabes ou leur résignation étant devenue une donnée fondamentale de la situation. C'est ma position du moins. Bref, ce Proche-Orient, déchiré par la violence permanente et les conflits, n'est même plus considéré dans le vaste monde comme le cœur du monde arabe, où survivrait encore une volonté de résistance symbolique, ne serait-ce que pour resserrer les rangs dans les situations d'urgence. Venant après la destruction de l'Irak, il y a maintenant une vingtaine d'années, après l'épuisement du Liban, confronté sans trêve aux associationnistes, le Toufan al-Aqsa, toujours d'actualité depuis 1 an et demi, puis l'impressionnante chute de la Syrie, il y a quelques mois, le destin d'Israël semble désormais assuré, malgré la dérive de ses comportements. Seul État créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, l'État sioniste n'a jamais cru bon de respecter le droit international ou le droit humanitaire. Il ne peut que s'en féliciter. Depuis sa création en 1947, il a violé ou ignoré des dizaines, des centaines, peut-être plus, de résolutions de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Il revendique même haut et fort l'atroce génocide dont sont victimes les Palestiniens de la bande de Gaza, avant ceux et les victimes, les Palestiniens du reste de la Palestine. Mais il bénéficie pourtant du soutien complet de l'Occident, puisqu'il en fait partie de facto. Étape par étape, guerre après guerre, violation après violation, il s'est acquis une impunité en béton armé. C'est l'enfant chéri des Européens, hanté par le remords de l'Holocauste, par l'Amérique imprégnée par un sionisme protestant encore plus efficace que son modèle, et de tous les innombrables rejetons, affidés et relais de l'Occident collectif, comme on dit aujourd'hui, ou d'ailleurs. Le dit Proche-Orient, en bref, est désormais perçu comme le champ de manœuvre légitime des sionistes. En revanche, la cause palestinienne a perdu peu à peu son importance sur la scène mondiale, notamment son statut politique auprès des gouvernements, notamment dans les pays où elle recrutait ses sympathisants et ses militants. Alors qu'en 1947, à la création de l'État d'Israël, la question palestinienne était considérée comme une question incontournable de droit international, elle est devenue progressivement, au rythme des guerres et des défaites arabes, une affaire de réfugiés, en Jordanie et à Jérusalem. Bien que le droit au retour des Palestiniens expulsés de leurs terres en 1947 ait été prévu, on l'oublie souvent, mais mon prédécesseur l'a bien noté, par la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies. La question de Palestine a fini par se banaliser, non seulement auprès des Occidentaux, mais également au sein de la communauté internationale ou de ce qui en a lieu désormais. Mais l'histoire a parfois des rebondissements imprévus. C'est ainsi qu'en un peu plus d'1 an, et à la surprise générale, l'échiquier géopolitique de la Terre Sainte a été profondément bouleversé par 2 coups de théâtre spectaculaires, sous le regard d'un ogre ressuscité nommé Donald. Le coup d'envoi a été donné par un acteur imprévu en octobre 2023, en Palestine, dans la bande de Gaza, gigantesque prison à ciel ouvert, devenue finalement camp de concentration et cimetière pour plus de 2 millions de Palestiniens. Premier point, ce sera donc l'islamisme arabe, militant de la cause palestinienne. Déclenché le 7 octobre 2023 par le Hamas islamique, le Toufan al-Aqsa a redonné à la cause palestinienne une centralité que l'on croyait oubliée. C'est du moins la formule utilisée par beaucoup de partisans de la méthode de Yahya Sinwar
le concepteur de l'opération lancée par son organisation en coordination avec 7 ou 8 autres groupes palestiniens de diverses obédiences. Il est vrai qu'un peuple occupé a le droit de se défendre, et par tous les moyens. On ne peut qualifier de terrorisme un acte de résistance. On peut certes être choqué de la violence des événements, et les sionistes ont joué à fond sur cette corde sensible. Mais le traitement réservé depuis 75 ans aux victimes de la Nakba et de l'usurpation par des colonisateurs venus de partout est infiniment plus choquant. Pourtant, le mensonge de la narrative occidentale étant ce qu'il est, on peut in fine se demander si le Toufan, ce raz-de-marée, aura servi la cause palestinienne ou s'il lui aura porté préjudice. En tout cas, ce raz-de-marée a envahi de part en part l'axe de la résistance, ce corridor chiite qui relie l'Iran à la Méditerranée via l'Irak, la Syrie et le Liban, et ce, aux grandes dames d'Israël. On peut s'interroger sur les motivations du Hamas, qui gouvernait la bande de Gaza en bon père de famille depuis 2006, depuis les élections de 2006, à la faveur, non pas d'une complicité, mais d'un modus vivendi avec le gouvernement de Netanyahou. Pourquoi cette mutation soudaine d'une organisation connue jusqu'alors, surtout pour se démêler avec les autorités de Damas? Il faut prendre en compte le changement de pouvoir au sein du mouvement. Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas, ayant évincé les leaders qui avaient failli, à ses yeux. D'où le dessein de briser le statu quo et de déclencher contre l'occupant israélien une véritable guerre, un soulèvement armé, une intifada. Le tout sur la base d'un refus des accords d'Oslo qui avaient dupé les Arabes. Pour Sinwar, il fallait avant tout faire face aux extrémistes israéliens et aux colons. Depuis son déclenchement d'une extrême violence, la tragédie gazaoui alterne accalmie et regain de violence. Au 21 mars 2025, alors qu'on continue d'exhumer des dizaines et des dizaines de corps ensevelis sous les décombres, après 16 mois de bombardement israélien, le dernier bilan des pertes palestiniennes fait état de 50 000 tués, dont 17 500 enfants, donc le tiers, 120 000 blessés, dont plus de 25 000 enfants, 14 000 disparus. Si l'on rajoute les pertes indirectes, les famines, épidémies, défauts de soins et autres, le montant total serait aujourd'hui de près de 250 000 morts, un chiffre sans doute sous-estimé. Sur un an, les femmes et les enfants représenteraient près de 70% des morts dans la bande de Gaza selon l'ONU. On rappellera pour mémoire que le gouvernement israélien est accusé de conduire un génocide plausible, j'aime beaucoup l'expression, et que la Cour pénale internationale a lancé à l'été 2024 des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Netanyahou et de 2 ou 3 de ses ministres. Sans suite, bien sûr, sauf que les États-Unis ont lancé une mise en garde à l'encontre, non pas de Netanyahou, mais des juges de la Cour pénale internationale. Je passe donc à autre chose, je pense que tout le monde aura compris ce que je veux dire. L'islamisme djihadiste, qui lui est indifférent à la cause palestinienne. 14 mois après le déclenchement du Toufan al-Aqsa, du 27 novembre au 7 décembre 2024, les djihadistes du groupe Al-Tahrir el-Sham, ce sont les héritiers du Jabhat el-Nusra, qui avaient les faveurs de notre ministre Laurent Fabius pour leur bon boulot, ont surgi de l'émirat de facto d'Idlib, créé sous la tutelle turque dans le nord syrien, sous la protection de la Turquie, dont la position, on doit le dire, à l'égard d'Israël et de la cause palestinienne est fondamentalement parfois ambiguë. Alors, donc l'émirat de facto dans le nord syrien est dans un développement totalement imprévu, donc ont transformé leur incursion en une marche sur Damas improvisée, provoquant le lâchage de la Russie, je m'excuse, soucieuse de préserver ses intérêts, l'effacement de Bachar el-Assad et la fin du régime bassiste après 57 ans de règne. L'aspect le plus spectaculaire de l'opération aura été d'effacer de la carte géopolitique le cœur battant de l'arabisme ou de l'arabité. Le seul État arabe à vénérer la Palestine, qui est considéré par Damas comme un pan de Syrie arraché par le colonialisme, ce qui est exact, de mon point de vue. Les assaillants annoncent alors immédiatement la couleur en mettant à la place du régime du clan Assad un État islamiste. Présenté comme une grande victoire pour le peuple syrien,
le nouveau régime s'avère d'emblée assez pittoresque et imprévisible dans ses pratiques. Il apparaît dès sa mise en place qu'il est totalement insensible à la cause sacrée et qu'il est pressé de courtiser l'État sioniste, prêt à établir avec lui des liens imprévus de bon voisinage et davantage si affinité. Le destin du peuple palestinien n'est nulle part évoqué et il n'est nulle part question de soutenir sa cause face à l'agression ou l'usurpation sioniste. Il ne fait pas de doute que ce comportement est imprévu et quasiment miraculeux pour les dirigeants de Tel Aviv. De façon assez stupéfiante, l'équipée du Hayat al-Sham est à peine parvenue à son terme avec la prise de pouvoir de El-Jolani et de ses compagnons de route que l'armée israélienne prend en quelque sorte le relais en lançant son offensive à partir de la région sud, le Golan et Konekra, et en s'approchant de Damas. Elle entreprend alors la destruction systématique de toutes les installations bases de l'armée, de l'aviation, de la marine syrienne. La cause palestinienne, en tout cas, ne sera nulle part mentionnée dans les déclarations des gouvernants de facto. De toute évidence, elle ne les intéresse pas, et pas plus son chef, Ahmed El-Shara. Par contre, les propos du président, je mets un guillemet, sont sans ambiguïté et pleine compréhension et disposition favorable à l'égard d'Israël, sans doute surpris de tant d'affection de la part d'un dirigeant syrien. Je mets syrien entre guillemets. La Syrie nouvelle est manifestement prête à tous les sacrifices pour améliorer son image aux yeux des autorités états-uniennes, surtout à l'heure où une vieille connaissance, Donald Trump, fait son grand retour à la Maison-Blanche. On ne peut qu'être frappé de l'indifférence d'Ahmed El-Shara face aux propos de certaines voix d'outre-Atlantique qui semblent stimuler ses efforts pour paraître raisonnables et ses bonnes dispositions face au gouvernement israélien. Décidément, le sort des Palestiniens, dont la Syrie bassiste était le soutien, ne fera pas partie des préoccupations de la Syrie révolutionnaire. Troisièmement, l'islamisme abrahamique complaisant pour le sionisme. Toute perspective abrahamique devrait sembler illusoire. La descendance d'Abraham, excluant d'après la Bible et dans la vision sioniste, les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les Arabes. C'est pourquoi le sionisme arabe, dit abrahamique, est un phénomène assez remarquable, mais assez incompréhensible, traduisant le désarroi de régimes désarmés devant une évolution de l'ordre mondial qui ne parvient pas à maîtriser. L'État abrahamique est venu au monde non loin des lieux saints de l'islam, épargnant ceci de justesse. Un concept d'avenir ou un leurre. Les Émirats arabes unis, EAU, semblent avoir été les chefs de file d'un projet qui aurait impliqué les Émirats eux-mêmes, tous les autres États de la péninsule, les États du Proche-Orient, mais c'est Israël qui en aurait été le leader de facto. En tout cas, saisis soudain par une modernité compulsive, certains États arabes ont accepté de signer des accords qui reviennent à absoudre Israël pour sa politique de liquidation et d'apartheid en Palestine et à abandonner la cause sacrée des Arabes. On ne saura jamais ce qui a bien pu inspirer la naissance d'un projet abrahamique au cœur des Émirats, sinon le désir d'exister à tout prix en s'affirmant face à l'Arabie Saoudite, une des grandes puissances de la région. À une période où le jeune Mohammed Ben Salman lui-même cherchait à s'imposer au sein de l'establishment wahhabite par tous les moyens. Sans doute, l'héritier présomptif du trône saoudien n'avait-il pas réussi son examen de passage devant le redoutable Trump, ou du moins l'avait-il fait trop tard, et à titre provisoire. Toujours est-il qu'il a fallu se rendre à l'évidence. Si l'Arabie de Mohammed Ben Salman n'a peut-être pas été indifférente à cet abrahamisme, elle n'a pas franchi le pas, sans doute en tant que gardienne des lieux saints, alors que le souverain du Maroc, lui, parrain du comité Al-Quds, n'a pas reculé. Toujours est-il que, vers la fin du premier mandat Trump et au temps de Joe Biden, les Émirats arabes unis ont été promus en lieu et place de l'Arabie au rang de fondé de pouvoir et de parrain de la normalisation avec Israël, au nom de la fumeuse doctrine. Celle-ci, assez contagieuse à l'instar de la Covid, développe déjà des variants. L'originel, variant péninsulaire et golfique, se traduit par une fièvre bâtisseuse de temples monothéistes qui semblent se fondre tant bien que mal au milieu des Disneyland, des villes géantes inutiles, des enfers du jeu et du tape à l'œil, dont la finalité reste mystérieuse. C'est une
spiritualité d'inspecteur gadget, celle d'un islam fondamentaliste, peu tolérant et hors du temps, qui aurait décidé de faire une entrée tonitruante dans le siècle avec tambours des trompettes. Pardon. Derrière toutes ces manœuvres ou en parallèle, les accords abrahamiques poursuivent leur petit bonhomme de chemin, sous l'aide de leurs promoteurs arabes, le Qatar et les Émirats arabes unis en tête, avec des alliés de choix, le Maroc dont le souverain descendant du prophète et président du comité Al-Quds, je l'ai déjà dit, et des soutiens branlants tels que le Soudan, jadis frère des frères musulmans au temps d'Omar el-Béchir et Hassan el-Tourabi, et la Somalie. Le projet abrahamique excluait évidemment la Syrie, cœur de la région, le Liban et les miettes restantes de la Palestine arabe passaient avec fierté et profit, la puissance occupante étant censée représenter les Palestiniens à la manière des métropoles de jadis qui représentaient leurs colonies. La réalisation du Grand Israël, la transaction du siècle et la liquidation de la Palestine ont pu paraître ainsi être entérinés, sans rémission, mais à tort. La transition du siècle, entre guillemets, que l'on croyait oublier, est sans doute réapparue à la surface avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump et de ses projets. Par exemple, transformer Gaza en site de villégiature sur les décombres de Gaza et les innombrables cadavres des martyrs palestiniens. Le but est de disperser les Palestiniens, etc., etc. Puisqu'il est entendu que ceux-ci ont perdu la partie, ils doivent partir. Vers où les expédier? Vers d'autres pays arabes qui n'en veulent pas, voire n'importe où, ou vers les destinations les plus improbables, ou probables. Égypte, Sinaï, Syrie, Somalie, Liban, Rwanda, n'importe quoi finalement, parfois. L'accord de normalisation Israël-Émirat, en tout cas, qui était l'accord cadre, répond à une stratégie volontariste visant à se tailler un statut privilégié avec les moyens du bord, à la mode qatari. Doha avait joué à fond l'accord concessionnel et ses accointances fréristes avec la Turquie, au point d'avoir été un temps le leader financier du djihad en Syrie. Abu Dhabi, lui, tente de s'imposer par le biais d'une diplomatie publique comme le portail des entrées dans la construction abrahamique. Lors de son premier mandat, Donald Trump, dont la subtilité politique est bien connue, avait estimé que ces menues imperfections pourraient être réparées et oubliées par le biais d'une transaction du siècle, proposée aux Arabes par l'intermédiaire de son gendre Jared Kushner. Trump était parti et sa transaction avait disparu dans la foulée. Le voilà revenu et avec lui les solutions les plus expéditives. Au diable les Palestiniens et le plus loin possible d'Israël. L'abrahamisme marginalisé porte atteinte à la cause palestinienne, sinon peut-être qu'il l'en met à mort. Mais on espère que non. Et moi j'espère que non. Il semble difficile dans ces conditions de ne pas s'interroger sur le devenu de la cause palestinienne, dépendante pour le meilleur et pour le pire de moyens contestés que j'ai signalés, c'est-à-dire imprévus. Pour la plus grande satisfaction des sionistes qui voient dans ces événements imprévus l'occasion de faire un pas de géant vers la création d'un grand Israël entre les grands fleuves du Nil à l'Euphrate. Pour les militants et défenseurs de la cause palestinienne, une chose est certaine. Ils n'ont rien à attendre des islamistes concernant la défense de leur cause. Qu'ils soient arabes militants ou djihadistes fanatiques ou abrahamiques complaisants comme le seront les sionistes arabes au retour de Trump, l'islamisme ne sera d'aucun recours, on peut le déplorer, pour la cause palestinienne. Mais tant mieux pour elle, il n'aura pas à courir les dangers de l'islamisme. À moins, ma phrase finale, à moins de considérer le chiisme comme un islamisme politique. Mais ceci est un autre débat. Alors pour couper ce débat, il suffit de voir quels sont les objectifs réels de ceux qui dénoncent ce qu'ils appellent les mollahs. Ce ne sont ni des amis de la cause arabe, ni les soutiens d'une Palestine libérée. Et ça suffit à les classer. Voilà.